Merci d'être là à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelles. Bon, vous voyez, hein, je suis seul cette semaine, je me sens délaissé. Au banc des délaissés, on pourrait sortir la chanson d'Isabelle Boulay. Et évidemment, je vous souhaite un très bon début de semaine. On aura quand même une émission très chargée, malgré l'absence d'Amélie qui est partie en vacances. Elle sera de retour très bientôt. N'ayez crainte. Rares Bourlacou viendra nous parler notamment de politique municipale. Vous avez fait votre choix. Le 5 novembre dernier, M. Demers est de retour au pouvoir. Ça a été votre choix de façon massive et très claire, aux dépens de M. Trottier qui a terminé deuxième. Et puis, aussi, vous avez su, c'est certain, le départ de M. Coderre. Il est probablement parti de la mairie à bord, peut-être, d'une Formule 1. Et puis, sinon, on sait qu'il fera aussi le plaisir des prochains caricaturistes. J'ai hâte de voir quand même les caricaturistes sur les prochains maires au Québec, là, ceux qui sont maintenant à la tête des nouvelles villes. Ce sera peut-être intéressant de regarder ça au cours des prochaines semaines. Mais ce qui ne fait pas exception à la règle, c'est de vous informer ici de ce qui se passe chez vous, à Laval. Et commençons avec l'arrestation d'un suspect pour trafic de drogue. C'est une dizaine d'enquêteurs de la police de Laval qui ont frappé une première fois dans l'après-midi du 1er novembre en interpellant un Lavallois de 19 ans, David Gédéon. Après avoir effectué 2 perquisitions, et les policiers se sont déployés sur les boulevards Notre-Dame et Perron, le principal point de vente de drogue étant situé sur cette artère enclavée entre les boulevards Chemeday et Curé-Labelle. Sur place, les agents ont saisi des quantités de cannabis, cocaïne et crack, ainsi que de l'argent et du matériel servant à la vente de stupéfiants. Déjà connu des services policiers, David Gédéon, d'ailleurs, a été arrêté le 2 novembre. Il a comparu sous un chef d'accusation de trafic de stupéfiants. Et toujours en poursuivant, d'autres arrestations sont à venir. C'est ce qu'a fait savoir le service de police de Laval concernant ce dossier. Passons à un autre, justement, sujet, disparition du frère du caïd Rénal de Desjardins. Il a connu quand même pas mal de retentissement ici. On connaît maintenant les motifs de l'opération policière du 1er novembre. Jacques Desjardins, 68 ans, qui est frère du caïd Rénal Desjardins, a disparu. Le service de police de Laval, qui est à sa recherche au moment d'enregistrer ce bulletin, il aurait quitté sa résidence de Laval pour aller à un rendez-vous vers 8 h le 30 octobre. Et l'individu connu des policiers n'est pas revenu, n'a jamais donné de nouvelles depuis. Et contrairement à ses habitudes spécifiques, la sergent Geneviève Major, on était inquiet du côté de sa famille. C'est ce qu'a communiqué donc la police de Laval qui a amorcé une large enquête. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé le véhicule utilisé par Desjardins, un Volkswagen Passat 2016 de couleur blanche, stationné sur la rue Médard-Bourgault, dans le quartier Sainte-Rose. Il n'y avait aucun occupant à l'intérieur. Les proches de Jacques Desjardins craignent pour sa sécurité. L'enquête est menée par les membres de la section des crimes majeurs de la police de Laval. Monsieur Desjardins, je vous rappelle, est connu des milieux policiers. Le 15 mai 2012, il a été arrêté dans un centre commercial de Lima, au Pérou, lors d'une saisie de 52 kg de cocaïne. Au fil des ans, il a été condamné à quelques reprises dans des affaires de drogue. Et puis, Jacques Desjardins est un homme de race blanche, parle français. Il mesure 1,70 m et pèse 70 kg. Ses cheveux sont gris-noirs et il a les yeux bruns. Et au moment de sa disparition, il portait un polar North Face noir et des souliers de course gris et bleus. Alors, si vous peut-être l'avez aperçu, évidemment, communiquez avec le service de police, communiqué aussi avec le 911. Et là, je me déplace du côté du plateau avec Stéphanie. Cette semaine, Stéphanie, on poursuit un petit peu notre discussion sur les dernières semaines, sur le milieu culturel. Le milieu culturel québécois qui est évidemment en émoi depuis plus d'une décennie avec la disparition du compact disque, du disque compact. Donc, les nouveaux médias qui commencent à prendre de plus en plus de place dans nos vies. Puis qui sont devenus des incontournables quand il est question d'un artiste pour aller joindre le public, compte tenu, justement, tu disais, de baisse de façon de vendre et de vivre d'un artiste de son art. Et en l'occurrence, je trouve ça intéressant qu'on l'aborde parce que peut-être que les gens, quand on partage des photos de Minou, on s'en aperçoit pas. Mais pour un artiste, pour une entreprise, ça a une grande... Ben oui, parce que c'est une publicité qui était gratuite, Facebook et autres. Jadis, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. À ses débuts 2006, Facebook, moi j'étais entrepreneur à l'époque, c'était très facile d'aller chercher une nouvelle clientèle, d'agrandir son réseau de contacts. En dedans de quelques mois, 20 000 personnes qui likent une page, c'était facile à obtenir. Aujourd'hui, il faut acheter ses likes. Donc, aussitôt qu'on a une page qui sort du cadre profil Facebook personnel, profil Instagram personnel, on rentre dans la catégorie professionnelle.
Là, on personnalité, peut-être. Personnalité publique, compagnie, entreprise, etc., entrepreneur, c'est la même situation. Donc, depuis quelques mois déjà, les gens qui ont des fanpages se rendent compte de la diminution de trafic. C'est ça. Puis d'ailleurs, je vais apporter 2 points, mais ce qui me fait toujours un peu rigoler quand j'apprends ce genre de nouvelles-là, c'est que sur la page Facebook, quand vous entrez pour vous loguer en bon espagnol, ça sera toujours gratuit. Pour l'utilisateur. C'est ça, pour l'utilisateur, mais en même temps, là, c'est ironique parce que on est un utilisateur quand on est une entreprise, quand on est un artiste aussi. C'est juste qu'on change de catégorie. On change de catégorie pour on aime ça jouer. On devient partenaire d'affaires avec eux. C'est ça, mais puis tu t'es aperçu, puis sûrement que les gens à la maison aussi, que toi, je sais que tu es une personnalité publique aussi, tu fais des chroniques, tu fais de la télé, donc quand on met une publication, jusqu'à tout récemment, je voyais beaucoup plus de gens qui aimaient. Il y avait plus de réactions. Puis qui partageaient aussi. Tout à fait. Et là, il y en a moins, là. Exactement. Depuis environ 2014, Facebook a changé sa plateforme. L'algorithme est tenu secret. Il n'y a personne qui a la recette de l'algorithme. Il change à tous les 3 mois. Un algorithme, c'est l'ordinateur, sa façon de sélectionner quel post va être intéressant pour quel membre avoir. De nos jours, il y a de plus en plus un effet de bulle qui se fait. C'est-à-dire, l'effet de bulle, c'est que chaque fois que vous cliquez un j'aime, chaque fois que vous partagez, commentez, vous êtes répertorié dans des listes, des micro-listes un petit peu partout. Et l'algorithme a été modifié dans les derniers temps. À partir de 2014, vous aviez une page, exemple, avec 10 000 fans dessus. C'était 3 des gens, subitement, du jour au lendemain, en avril 2014. C'est moins de 0? Moins d'1 je pense. Là, maintenant, ça vient de dropper à 0,05 Okay. Donc, il faut absolument payer pour pouvoir avoir des likes, des views. Donc, un nouvel artiste, si on prend... C'est ça. Quand t'as pas d'argent. C'est ça. Non, mais je veux dire... Facebook a été un sauveur pour beaucoup d'artistes du point de vue que c'était possible de faire connaître ses œuvres, de distribuer ses vidéos gratuitement, de faire connaître sa musique pendant plusieurs années. Maintenant, le même artiste qui s'autoproduit, qui depuis quelques années avait trouvé une façon de survivre sans la grosse machine qui est l'industrie du disque. Les grandes étiquettes de disques, en l'occurrence. Les grandes étiquettes de disques, les grandes compagnies de production, là, pouvait survivre, avait une petite niche où est-ce qu'on pouvait se rattraper. Maintenant, avec cette nouvelle mode de diffusion des médias sociaux, il faut savoir que plus une compagnie est grosse, plus elle agit un petit peu comme un psychopathe. Donc, c'est vraiment revenu absolu. Et ça, c'est non seulement ce que tu avances, puis ce qu'on parle présentement, mais c'est déjà depuis quelques temps déjà connu. On sait que YouTube appartient à Google. Tout à fait. On sait que c'est l'ennemi premier de Facebook, du conglomérat Facebook. Donc, c'est certain que quand tu mets une vidéo YouTube, c'est déjà limité la portée aussi que tu vas avoir. Donc, un artiste qui a un clip, qui a quelque chose à promouvoir via des images et qui se sert du portail de YouTube pour l'imbriquer par la suite. Avant, ça marchait. Maintenant plus du tout. Tu perds totalement également là, une réelle portée de ce que tu pourrais avoir comme rayonnement. Là. Entre autres. Et aussi, c'est qu'avant, exemple, on a 10 000 fans sur notre page. Aussitôt qu'on postait quelque chose, les 10 000 personnes recevaient une notification. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut vraiment payer même pour rejoindre les gens qui ont déjà aimé notre Sponsorisé en mauvais français, là, en bon espagnol. Mais... Sponsorized, sponsored. Une commandite, mais tu sais, c'est ça. Mais carrément, donc, l'avenir passe par là. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir, tu penses, un effet de levier contraire, dans le sens qu'à un moment donné, si les gens... parce que c'est sûr que je sais pas quand, puis je vois pas le jour où, mais à un moment donné, ça va arriver. Messenger a été déclassé par Facebook. Facebook, un jour, sera déclassé par un autre. Est-ce qu'il y aura un jour, tu crois qu'il y aura un effet contraire où Facebook n'aura pas le choix que de revenir à une forme, disons, plus... communautaire. Je rêve, je sais, je suis idéaliste. C'est comme être joueur de hockey. Tu le fais par passion jusqu'à temps que tu sois payé. Tu deviens millionnaire. Tu es payé, tu vas être payé plus cher. Puis un coup qu'on te propose de le faire, mais pas payé, tu veux plus le faire. C'est la loi du marché aussi. C'est la loi du marché. Les réseaux sociaux, on s'entend, ça commence à prendre une certaine usure. Facebook, aujourd'hui, est beaucoup plus utilisé par la génération des baby boomers. Que par les milléniaux. Les milléniaux sont carrément ailleurs. Instagram est devenu un peu pour les... Puis Snapchat, mettons, exemple, pour les milléniaux, justement, un moyen, je pense, encore plus... facile pour eux de communiquer, puis je pense qu'il est plus utilisé maintenant que les Facebook, comme tu dis. Qui maintenant fait partie de la famille Facebook. Donc, quand on fait une publicité sur Facebook, on nous propose de le faire sur d'autres plateformes, dont Instagram. Est-ce qu'on devrait... puis je sais que pour l'École de l'humour, l'École nationale de l'humour, ils ont un cours qui était donné jusqu'à tout récemment, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était donné par MC Gilles sur comment manier
et comment se servir des réseaux sociaux pour un humoriste. Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, à l'école de la chanson de Granby, je sais qu'à l'école de la chanson de Granby, on est plutôt traditionnel dans nos façons d'enseigner la chanson. On enseigne la chanson français, c'est important et tout ça, mais ça fait partie maintenant des étapes... De mise en marché. Oui, et peut-être que ça existe, là, je n'ai pas vérifié par contre. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'algorithme Facebook change une fois aux 2 ou 3 mois. L'algorithme Google change aux 2 ou 3 mois. Il n'y a pas d'avertissement d'avance. C'est qu'on s'en rend compte quand on voit que les performances changent. Donc, faire un cours pour le balbutiement de base, comment ça fonctionne. La Disque offre certaines formations quand on est membre. Mais pour y avoir été... c'est plutôt basique. Oui, exactement. Donc, c'est important. Et au moins, ils reconnaissent la pertinence de le faire. Je dois dire... Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Mais par contre, pour y avoir été à certaines formations, ça reste très, très de base. Exact. Et puis, j'ai pas appris grand-chose de nouveau là-dedans. Bien, écoute... Est-ce qu'on va revenir à l'époque où est-ce que c'était des gros conglomérats, comme on parlait tout à l'heure, de maisons de disques, de maisons de production qui vont avoir les budgets et les reins assez solides pour promouvoir un artiste de façon planétaire? Traverser la période aussi qui est très difficile présentement. Là. Exactement. Ça reste à voir, mais... Donc, notre culture, est-ce qu'elle est en péril? Je pense que oui, mais je pense que c'est toute forme de culture qui est en péril présentement. C'est à nous de nous donner les moyens pour qu'elle puisse continuer à rayonner puis à s'épanouir. C'est de continuer de débourser pour les artistes qu'on aime. C'est de continuer d'aller voir des spectacles parce que ça reste que la job d'un musicien, c'est d'être un troubadour qui se promène de ville en ville, qui va faire ses performances. On retourne à l'essentiel, d'avant l'industrie du disque. Comme mon ami Rémi. Voilà. Allez, merci. Ça fait plaisir. Chers amis, au plaisir de vous retrouver après cette soirée fantastique des élections municipales partout au Québec. On a eu cette grande surprise à Montréal. Valérie Plante qui va remplacer pour les prochains 4 ans le maire sortant Denis Coderre après une campagne qui a enthousiasmé, a fait rêver beaucoup de gens. Puis finalement, après le dépouillement de tous les bulletins de vote, Valérie Plante est devenue pour la première fois la mairesse de Montréal. Donc Montréal aura une femme à la tête de son administration. Comme on le sait, la politique, c'est une question de politesse. Ça, c'est le roi Léopold Ier de la Belgique autour de 1800 qui nous a légué ce proverbe. Alors, on commence par féliciter tous les candidats qui ont eu le courage, la détermination, la ténacité, l'ambivalence de présenter des projets, des programmes avec leur équipe. Malheureusement, on a eu cet seuil de présentation qui, à Laval, a frôlé juste 35 %. Oui, c'est la démocratie dans notre système de Westminster, 35 % légitime effectivement l'élection du maire sortant, M. Demers. Mais effectivement, est-ce qu'il aura la légitimité pour gouverner pendant les prochains 4 ans? Ça reste à voir, ça reste à discuter, d'autant plus que parmi les 21 conseillers qui font son conseil exécutif, 19 font partie de la même formation politique que le maire. Alors, on se pose un petit peu la question, est-ce que le maire sera capable d'équilibrer un petit peu la balance de pouvoir? Est-ce qu'il sera capable de donner plus de voix à ceux qui le critiquent à l'opposition officielle? Imaginez-vous, on aura M. Trottier qui formera toute seule l'opposition officielle à Laval. 46, c'est la chiffre magique de cette élection, à mon avis. Pourquoi 46 lui a permis de gagner, d'emporter un nouveau mandat ici à Laval? 46 n'a pas été suffisant assez pour Denis Coderre à Montréal pour être reconduite au pouvoir. Le signe que ça pourrait jouer de tous les côtés, puis c'est ce qui compte effectivement. On revient à la base de la démocratie, c'est la participation citoyenne. Malheureusement, avec tout ce split des votes à Laval, les 3 opposants, Trottier, Gobet et Sonia Beaudelot, ils se situent à peu près 20 %, 19 %, 16 %, plus ou moins dans une marge d'un bon sondage fait par nos amis de Légère Marketing. On se pose toujours la question, si jamais il aurait additionné leur appui respectif,
qu'est-ce qu'il aurait pu donner pour nos citoyens. On ne l'a pas. Signe que pour ce prochain mandat, il faut que l'opposition se recompose, il faut que ça aille autour d'une personnalité qui sera capable, d'ici 4 ans, à donner une forte réplique politique au maire Marc Demers. Son programme, c'est un programme, à mon avis, qui pourrait être situé au centre de l'échiquier politique. Il veut donner un petit peu de place, un petit peu plus de place à la culture avec la grande bibliothèque de Laval. Il veut donner la place aux gens qui aimeraient bien se divertir, faire du sport. Il nous a promis un grand centre aquatique. Il veut faire des investissements. Il veut mettre à jour les infrastructures qui déjà sont dans un état un petit peu moins moderne à gauche et à droite. Ça, c'est des bons signes, surtout pour le fait que Laval devrait continuer à développer ses entreprises, à développer son plan économique stratégique pour produire, pour exporter, pour donner de la prospérité à ses citoyens. On voit son comté toujours qui penche à gauche, le moment où il nous parle de l'éducation. Il veut parler avec les grandes universités pour qu'ils trouvent des espaces disponibles pour construire des pavillons de campus étudiants. On connaît tous le succès dont se réjouit qui a le campus de l'Université de Montréal à côté de la station Montmorency. Ça crée du dynamisme, de l'innovation, de la création. Laval, on aura besoin pour les années à venir encore plus de gens qui trouvent des formations, qui trouvent des spécialisations, qui trouvent ici effectivement un moyen pour s'épanouir. Bref, effectivement, on a assisté à une campagne dynamique. Le fait qu'on avait 7 candidats qui se présentaient à la mairie de Laval, c'est un bon signe pour la démocratie, rien ne doute. Bon, ici, on se rappelle qu'est-ce que Machiavel, le fameux conseiller de Prince florentin dans les années 1500, nous disait que bon, la politique, ce n'est pas tout dans cette vie, mais effectivement, elle touche à tout. Alors, peut-être que s'il y avait moins de candidats un petit peu plus performants, capables de rassembler les gens, proposer des idées plus audacieuses, avoir plus de courage, plus de détermination, organiser plus de rencontres avec les citoyens dans les 4 coins de Laval, peut-être que le résultat aurait été aujourd'hui différent, mais effectivement, la démocratie a parlé. Ça reste maintenant à M. Demers de continuer son projet administratif et politique en même temps, de créer cette diversité dont on parle partout, sur toutes les scènes de ce temps-ci, dans toutes les tribunes. Il devait faire ses preuves. Il va laisser de la place à la diversité, à la création, être plus habitué avec les critiques, parce que, n'oubliez pas, on est quand même sur le continent nord-américain, le fameux check and balance doit fonctionner aussi. Puis c'est la preuve effectivement que le citoyen devait continuer à s'impliquer, à donner de leur-même. La démocratie, ce n'était pas juste une journée auquel on se présente pour voter, pour choisir une équipe ou l'autre, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de jour les jours, c'est d'être impliqué, suivre les médias, s'informer, se former une opinion, puis présenter toutes ces opinions d'une manière libre, pertinente, articulée, pour notre bien à tous, pour le bien des citoyens de Laval. Je vous remercie. L'Opération des Rouges, un classique maintenant du temps des fêtes, tout comme une chanson de Noël. Je peux
faire l'amalgame quand même, parce que l'Opération Nez Rouge a lancé le 2 novembre sa 34e campagne, alors que d'un océan à l'autre, c'est plus de 55 000 bénévoles qui prendront bientôt part au plus vaste service de raccompagnement au Canada. C'est du 1er au 31 décembre prochain. C'est en opération depuis déjà plusieurs années. On voit bien sûr la réussite et Opération Nez Rouge va entrer en service dans 101 communautés au pays, dont 61 ici au Québec. Et pour proposer aux automobilistes une option à la fois attrayante, sécuritaire de rentrer à la maison, soutenue par des partenaires provinciaux, soit la Société de l'assurance automobile du Québec et Desjardins. Elle offrira sa toujours aussi populaire formule de raccompagnement qui combine chaque année plaisir, découverte et anecdotes mémorables. Pour l'avoir déjà fait, effectivement, j'aurais pu vous en énoncer des anecdotes, mais ce qui reste dans le char reste dans le char. Et à la veille de son 35e anniversaire, l'Opération Nez Rouge fait appel à sa présence bien établie dans l'imaginaire collectif et les traditions du temps des fêtes pour inviter les citoyens à se joindre à sa grande famille en démarrant cette 34e édition. Elle déploie une campagne publicitaire évocatrice d'ailleurs qui a pour thème un classique du temps des fêtes, une production signée pour une 3e année par l'agence Cabane. Et sur un ton qui est toujours aussi convivial et humoristique, la publicité souligne le fait que l'Opération Nez Rouge représente un incontournable du temps des fêtes auquel il est agréable de participer, tout comme la dinde. Aussi bien comme client que comme bénévole, il y a à l'écran une équipe de l'Opération Nez Rouge se joint à une soirée typique, succédant aux cadeaux, au sapin décoré et à la fameuse dinde. Donc voilà, aux atokas et peut-être la tarte au sucre, peu importe votre tradition chez vous, mais impliquez-vous cette année. Puis ce qui est bien aussi pour Nez Rouge, c'est qu'on redonne toujours à la collectivité, organismes locaux, lorsqu'on amasse des fonds avec chaque édition. Jasmin Roy qui parle d'intimidation pour la ressource, une quarantaine de personnes qui ont assisté à la conférence au-delà de l'intimidation. Admettre la différence, voilà, de Jasmin Roy, présenté par La Ressource le 25 octobre. C'était au Centre communautaire Saint-Louis de Montfort, dans Pont-Vieux. Ça a été une conférence impeccable de mentionner Marie-Christine Perrault, qui est directrice générale de l'organisme intervenant auprès des citoyens souffrant d'anxiété, troubles paniques. Jasmin Roy qui a raconté son histoire en partageant sa réflexion sur la violence et ses trucs pour affronter l'intimidation, en plus de reconnaître les mécanismes et d'où ça vient, d'où ça part. Et dans son propos, le comédien et conférencier a relaté son parcours de victime pendant 5 ans à l'école, brisant des tabous en chemin. Ça a été un échange bon enfant où les gens ont posé des questions au fil de la présentation, alors que Jasmin Roy a adapté ce contenu pour les adultes qui peuvent vivre des situations connexes, entre autres dans un milieu du travail, de préciser Mme Perrault toujours, et faisant la promotion de la diversité, de l'acceptation des différences. Jasmin Roy a abordé de nombreux thèmes, dont l'homophobie, le rejet, l'estime personnelle à rebâtir, la cyber-intimidation, violence chez les jeunes filles, chez les femmes, santé mentale, les réponses à la dépression et aux troubles anxieux, ainsi que les principes de la résilience. Je suis accompagné du directeur général de TV Laval, mon boss, Eduardo Dacosta. Salut, Eduardo. Salut. Merci d'être là. On est ensemble pour un plan bien précis. C'est que, bon, dernière campagne électorale municipale, on connaît le résultat, M. Demers qui est reporté au pouvoir, puis on voulait revenir un peu sur la couverture que TV Laval en a fait. Je pense qu'on a reçu beaucoup de bons commentaires élogieux. Absolument. Tout ça a commencé quand on avait fait dans Génération Z une émission, puis on s'est rendu compte à la télévision que la Génération Z ne comprenait rien et ne savait pas comment ça marchait, les élections municipales. À partir de ce moment-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un jeune, Anthony Daguerre, puis il est allé vraiment sur le terrain, mais il a rencontré tout le monde. Tous les candidats. Vraiment, tous les candidats, candidates. Il les a vraiment tous rencontrés et ça nous a permis, nous autres, d'en mettre ça sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook, ça l'a vraiment permis de comprendre exactement puis d'emmener beaucoup plus de jeunes. Je pense sincèrement que la télévision, elle a contribué à sortir des votes des jeunes. Pour les jeunes. Puis je pense que aussi ça a permis aux élus de comprendre la réalité des jeunes. Absolument. À l'effet inverse aussi. Absolument, parce que jamais on s'adresse. Puis quand, dans Génération Z, ce qu'on a vu, c'est qu'ils s'intéressent tous à la politique municipale. Pas municipale, mais je veux dire provinciale, fédérale, puis tout ça. Mais quand on parlait
il savait pas du tout, Ouais. puis il se sentait pas touché. Anthony a vraiment fait une job extraordinaire. Ben, bravo. Oui, Anthony, j'ai vu ces topos. On les a vus aussi dans le TV Laval Nouvelle. Il me semble que vous regardez présentement, mais je vais aussi porter un petit peu plus large, encore une fois, la pertinence d'une télé locale comme ici, parce qu'on a parlé des enjeux ici, Ouais. aux gens d'ici. Ouais. Puis je pense qu'on a sans doute aidé les gens à faire leur choix le 5 novembre dernier. En fait, oui, absolument. Puis il y a quelque chose de vraiment important, c'est que M. Demers comprend bien la réalité Ouais. de la télévision parce qu'à tous les mois, il nous donne une entrevue en direct du bureau du maire et c'est une entrevue qui est vraiment bien faite, qui est vraiment bien vue et vraiment propagée, partagée partout. Et chacun des élus ont passé à la télévision, se servent de la télévision pour pouvoir passer leur message et on a fait des émissions avec des élus qui nous font découvrir leur quartier à travers nos émissions. On est vraiment content d'avoir contribué à tout ce qui s'est passé à Laval. Et on espère amener ça quelque part encore de beaucoup plus grand et surtout de se faire reconnaître comme étant un média important à Ville de Laval parce que il n'y a plus d'autres informations. Le bac qu'on reçoit à la maison, le sac qu'on reçoit à la maison... On le met au recyclage tout de suite. Puis, souvent. Nous, on vous donne la chance d'être à la télévision, d'être sur le Facebook, d'être sur le YouTube. On donne vraiment la chance à tout le monde de pouvoir entendre le message. Absolument. D'avoir droit de parole. Puis j'oserais aussi ajouter Rarès Bourlacou, qui est un chroniqueur politique, qui est venu aussi décortiquer la politique durant les dernières semaines. Il va venir aussi... c'est ce genre d'ajout-là quand on évoque des gens qui sont compétents. C'est le fun que tu rajoutes ça parce que pour une petite télévision communautaire, on a notre spécialiste qui lui aussi a été surpris comme tout le monde lors de ces élections-là. Mais on a vraiment un spécialiste qui connaît ça. C'est un professeur. Il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise en politique. On a vraiment fait du bon travail. Et je veux aussi profiter du moment pour dire que le maire, M. Demers, a vraiment reçu un message clair de tous et chacun. Il était là avec 16 sièges avant et maintenant avec 19. C'est vraiment, on est ailleurs. On a vraiment demandé à M. Demers... 30 000 votes d'avance, là, ou à peu près. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment clair. Le travail qu'il a fait est extraordinaire. Puis, il reste encore 4 ans pour faire une grande différence à travers ça. Très content qu'il ait gagné. Très content aussi qu'il y avait une dame qui s'est présentée. Tout le monde a bien paru, mais l'équipe de Demers a été choisie. C'est clair, net et précis qu'on leur donne vraiment notre confiance. Puis on s'attend vraiment à ce qu'il fasse une grande différence. C'est ça, dans 4 ans, qu'on puisse en reparler encore une fois avec une prochaine... Je suis certain, il a déjà fait beaucoup jusqu'à là, mais on est très content pour eux autres. On n'a qu'à voir la Place Belle et les environs, comment ça se développe, puis le désir de M. Demers de vouloir augmenter l'offre du transport en commun. Je pense que ce sera certains des dossiers importants. Clairement. On est chanceux. On est chanceux. Vraiment. Merci, Eduardo. Ça fait plaisir. On sait que le bénévolat, ça a un impact important dans notre environnement, peu importe votre quartier, votre ville, même le Québec en entier. Et c'est bientôt date limite d'inscription pour le prix Hommage Bénévolat Québec, qui est une très haute distinction. Puis je suis très content parce que vous la connaissez. Elle a déjà d'ailleurs aussi été encensée par ce même gala, ces mêmes prix. Peggy, salut! Salut! Et je suis vraiment contente de vous parler du prix Hommage Bénévolat Québec. Parce que je suis une entrepreneur depuis 2008. Je suis une bénévole depuis que j'ai l'âge de 8 ans. qu'on peut d'ailleurs rappeler. Oui, je suis directrice générale et j'ai fondé ce super beau projet de bénévolat. Oui, puis je dirais concept parce que ça t'appartient, cette idée-là. Oui, bien merci. Oui, ça appartient à tous. Le bénévolat, ça représente 2,4 millions de bénévoles au Québec. C'est 7 milliards de notre économie. Et pourquoi le prix Hommage Bénévolat Québec? C'est important. J'appelle les gens à soumettre la candidature des gens lavallois parce que les bénévoles ont besoin de reconnaissance. Et il n'y a pas beaucoup de choses. C'est des acteurs de l'ombre aussi. Oui, c'est des acteurs de l'ombre. Puis on a besoin d'eux. Puis on a besoin de la petite tape dans le dos là, pour les aider à continuer. Et on est à la 21e édition du prix Hommage Bénévolat Québec. En 2013, j'ai eu la chance... Oui, j'ai été nominée pour la région de Laval. J'ai été résidente de Laval très longtemps. Et je suis porte-parole pour la région de Laval depuis 2014. Pour ce gars-là. Oui, et c'est merveilleux. Et je veux juste prendre quelques secondes parce que je le trouve tellement beau. C'est un Tara, c'est ça? Oui, on l'appelle le Tara. Le Tara à la déesse étoile, c'est fait par 2 artisans québécois qui est M. Serge Roy et Grégory Skimber. En fait, c'est confectionné à la main et c'est le prix qu'on reçoit, mais c'est unique. Chaque trophée est unique parce qu'il fait à la main.
Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que c'est une journée, on va à l'Assemblée nationale, OK. on est C'est chouchouté, gros, là. on nous paye la chambre d'hôtel, on a le repas, on rencontre d'autres bénévoles. C'est une journée géniale Puis de j'imagine reconnaissance. qu'en plus de ça, c'est que, parce qu'il y a beaucoup de candidatures, donc quand tu remportes ce prix-là, c'est qu'il y a un lot de personnes qui sont compétentes pour évaluer les candidatures et ça veut dire que tu as réussi à être encensé encore plus puis à recevoir ce prix-là de ceux qui t'ont vu travailler aussi Oui, localement. Là. Alors ça ajoute, j'imagine, au prestige puis au plaisir d'avoir ce genre de prix. Bien, en fait, quand on fait du bénévolat, on le fait pour aider. On le fait pas dans une attente de retour. Sauf que quand on reçoit, ça fait tellement du bien. Je dirais que quand on reçoit un prix comme ça, on a juste envie de continuer 2 fois plus. Et c'est pour ça qu'il y a 3 belles catégories. Il y a la catégorie Justement, parlons-en. jeunes bénévoles. Ouais. Ça veut dire que ça, c'est les jeunes de 18 à 35 ans. Donc ça, c'est une catégorie pour les jeunes. On a la catégorie bénévole. Ça, c'est pour les gens âgés de 36 ans et plus. Et on a la catégorie organisme. Et c'est dans ces 3 catégories-là, on va sur le site en ligne, le site Dommage Bénévolat Québec, et on peut inscrire en ligne. Il y a un beau formulaire. C'est très simple. Fait que ça nos peut candidats. être nous-mêmes qui s'inscrit ou on connaît quelqu'un dans notre entourage qui s'implique depuis tant d'années. Mais je vous dirais, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas les candidats qui s'inscrivent. Non, Moi, la j'avais plupart du temps. aucune idée que OK, j'étais que ça inscrite. existait, OK. Zéro. C'est bien que ça vienne des organismes qui inscrivent leurs bénévoles. Ou si toi, par exemple, tu connais quelqu'un de la région de Laval là, ou d'une autre région là, qui a fait une bonne action, qui est impliqué depuis longtemps, tu l'inscris en toute discrétion. Ça, c'est vraiment c'est génial. vraiment touchant confondu. Là, rappelons-le, là, c'est vraiment, on peut être quelqu'un qui travaillait avec les personnes âgées, avec les jeunes, tout secteur qui Tout secteur entre en ligne de confondu. compte. Là. Oui, tout secteur confondu. Et en fait, on a jusqu'au 5 décembre Date limite, pour non? s'inscrire. C'est 40 personnes qui vont être honorées le 18 avril 2018 à l'Assemblée nationale. C'est 40 personnes par année. Et depuis le début, c'est pas beaucoup de personnes Non, qui ont c'est été ça. honorées. C'est Seulement 840 personnes qui ont reçu ce prix-là. Et encourageons nos bénévoles. C'est simple. Allez sur le site, remplissez le formulaire, envoyez-le, puis on veut que la région de Laval soit bien représentée. Tout à fait. Puis L'an dernier, j'ai un petit chiffre pour vous. J'oserais dire rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Oui. mais en même temps, puis ça crée tellement de la richesse. C'est pas juste, c'est de la richesse, oui, monétaire, mais c'est de la richesse humaine. Puis je trouve que c'est un partage qui n'a aucune valeur. Tu sais, ça se monétise pas, cette valeur. Ça n'a pas de prix. Ça On a dit pas de souvent, prix. le bénévolat, les bénévoles, on les paye pas parce que ça n'a pas de prix. Ben, c'est une grosse dose d'amour. Oui. Bénélove. Oui. Hey, merci. Ça m'a fait plaisir. Concours Dunamis. Savoir reconnaître l'excellence des entreprises de Laval. La Chambre de commerce et d'industrie de Laval qui a lancé sa 37e édition. Les inscriptions se font en ligne dès maintenant d'ailleurs. Ce concours vise à reconnaître, je vous rappelle, les efforts et la persévérance des gens d'affaires de Laval ici même. Et par ailleurs, plusieurs catégories, soit commerce de détail, distributeurs, grossistes, entreprises d'économie sociale, OBNL, coopératives, entreprises de services 15 employés et moins, entreprises de services 16 employés et plus, entreprises de tourisme, entreprises manufacturières, jeunes cadres, entrepreneurs ou professionnels, leadership féminin, public, parapublic, OBNL, leadership féminin, entreprises privées, développement durable, innovation, exportation, investissement, ressources humaines, prix Laurient Barré, nouvelle entreprise et transfert d'entreprise sont des prix que vous pouvez remporter évidemment lors de cette même soirée. Les entreprises ont jusqu'au 11 décembre afin de déposer leur candidature pour être admissibles. Acquisition de la maison Desjardins en vue d'une résidence d'artistes. Une très bonne nouvelle pour le domaine artistique de Lavallois. La ville de Laval qui vient d'acquérir la maison Desjardins située au 755-775 rue des Patriotes. C'est face à la rivière des Mille-Îles. Évalué à plus de 1,6 million par les vendeurs, l'endroit a été acheté pour un montant global de 1,2 million par la ville. Initié par le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, ce projet dote la municipalité d'une magnifique maison jumelée construite en pierre des champs et d'inspiration française. La majorité des composantes traditionnelles ont été conservées d'ailleurs en bon état. On estime qu'il s'agit probablement de la plus vieille maison du quartier Sainte-Rose. Ce morceau immobilier du patrimoine lavallois promet d'ailleurs d'ajouter un terrain de plus de 11 200 mètres carrés destiné à des fins de parc et d'espaces verts, ce qui devrait
dit-on, le bonifier le projet de la berge des Baignères. Cette décision reste à être approuvée, avalisée par le conseil municipal. Les origines de la maison Desjardins remontent aussi loin que le 18e siècle. La demeure est située en retrait de la route, d'ailleurs, à laquelle s'ajoute un atelier d'artistes déjà construit sur le même terrain. Les deux bâtiments auront d'ailleurs la vocation de résidence d'artistes, comme on en trouve dans plusieurs villes du Québec, de mentionner Virginie Dufour, qui est conseillère municipale, qui est tout nouvellement élue, là, évidemment, du district de Sainte-Rose. La mise aux normes de cette acquisition nécessitera des investissements estimés à une somme d'environ 500 000 $ répartis sur 5 ans. Alors, une bonne nouvelle pour le patrimoine et la culture ici à Laval. Mes salutations à vous tous. Aujourd'hui, j'ai un invité formidable. Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les bâtisseurs de la ville de Laval, de notre île. Nous leur devons, ils ont laissé leur empreinte, et nous leur devons notre reconnaissance et nous avons un devoir de mémoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Corbeil. M. Corbeil, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Ça suffit. Hein? M. Corbeil, dites-moi, à quelle place que vous êtes né où? À Saint-Vincent-de-Paul. À Saint-Vincent-de-Paul? Oui. Sur quelle rue? D'après moi, c'est sur la rue de la Fabrique. Ça, c'était pas loin du collège à ce moment-là. Après ça, mon père il a acheté une maison sur la rue du collège. C'est la rue du collège. La petite maison en gros. Oui, à côté. C'est devenu la maison du concierge, je pense. Ouais. J'ai resté là quelques années, mais j'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Ouais. Après ça, mon grand-père il a acheté une terre dans le Bas-Saint-François. Dans le Bas-Saint-François? Oui. Quels étaient vos voisins à ce moment-là? Dans le voisin, c'était les Archambault. Les Archambault? Lucien Archambault. Oui. Les Paquettes. Des Paquettes? Tu veux la Paquette? Oliva, Alpha. Ah oui, Alpha aussi, oui. Après ça, il y avait les filles, Gertrude, Réal. Il n'y avait pas beaucoup de loisirs à ce moment-là. Oh non, les loisirs... les loisirs, ça se faisait en famille. En famille, hein? Des jours de l'an, puis ça fêtait en masse, jours de l'an. Mais on travaillait fort chez vous, on travaillait pas mal fort. On travaillait. Aujourd'hui, le monde, il ne travaille pas à comparer qu'on travaillait. Il y a des journées de 12 heures. Ah, oui. Puis c'était 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Parce que vous n'aviez pas le droit de travailler le dimanche. Non. Hein? Non. Il fallait demander la permission au curé. Au curé. C'était fantastique. Je sais que notre voisin, là, Lucien Archambault, il y avait du grain à ramasser, puis il avait demandé la permission. La permission au curé pour ramasser le grain. Il a ramassé son grain. Incroyable. Oui. Mais les gens se tenaient, les gens s'entraidaient beaucoup à ce moment-là. Beaucoup. Il n'y avait pas le choix. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ah, okay. C'est l'argent qu'il n'y avait pas. C'est ça. Il n'y avait pas le choix. Maintenant, là-bas, dans le Bas-Saint-François, vous avez cultivé beaucoup de fraises, là-bas. Vous aviez des gros champs, des grands champs de fraises. Chez mon père, on faisait de la grosse culture. La grosse culture, ça veut dire quoi, la grosse culture? Du grain, du foin pour les animaux. Aviez-vous des animaux? Oui, il y avait une quinzaine d'animaux. Une quinzaine? On tirait 12 vaches, à peu près. Oui. Puis moi, on tirait ça ce soir le matin. Hey, vous n'avez fait des choses, hein? C'était de l'ouvrage, ça? Ce soir le matin. Oui. Maintenant, vous avez fait aussi quelque chose qui est assez surprenant. Vous êtes arrivé à faire de la glace. Oui. Comment c'est arrivé, ça, l'idée de faire de la glace? C'était dans le temps de la guerre. Et puis, Napoléon Sénécal cherchait des employés. Puis, il prenait tous des cultivateurs, des garçons de cultivateurs. Il y en avait à Saint-Césaire, il y en avait à Saint-Vincent-de-Paul. Oui. À quelle place que vous coupiez ça, cette glace-là? Dans quel coin? On prenait ça sur le fleuve. Sur le fleuve? Sur le fleuve. Pas sur la rivière des Prairies, et pas sur la rivière des Mille-Îles? Non, il n'en prenait pas sur la rivière des Prairies. Pourquoi? Il n'y avait pas de glacière. Parce que lui, il y avait des glacières partout à Montréal. Il y en avait au Marchand-Water, il y en avait à Saint-Cunégonde, il y en avait à la Chine, il y en avait à Saint-Lambert. Il y avait 7 chambres de glace. Là. Hey. C'était la plus grosse, là. Oui, à ce moment-là. À Saint-Lambert. Donc, il y avait, pas loin de la rivière des Prairies, en bas, tout près de la traverse, il y avait un hôtel qui était là. Oui. Quel hôtel c'était, ça?
Vous ne vous rappelez pas du nom? Non. Mais c'était gros. Vous l'avez connu, cet hôtel-là? Oui, oui. Au Centre de la nature, avant la carrière du Centre de la nature, à qui appartenait cette terre-là? C'était à mon grand-père. Puis À votre grand-père? Mon grand-père, avec Henri nommé Desguires. Donc, votre grand-père s'appelait Desguires? 1918. 1918. Avant la carrière du Centre de la nature, si la terre vous appartenait. Oui, oui. J'avais un pamphlet, là, j'avais les dates toutes. Un dépliant. Il me semble que c'était en 1800 quelque chose. 1800 quelque chose, Oui. hein? Ils ont décidé. Puis après ça, ça a été la carrière. Ça a été la carrière. Ça a marché Ensuite, en masse parce que dans le temps, ils faisaient des chemins de fer. Oui. Puis il y avait beaucoup de wagons qui chargeaient. Même, il y en a un wagon qui a défoncé une station. Oui, une gare. Une gare. Ah oui. Il marque les Vous avez gares. ça, vous avez de la documentation. Écoutez, vous avez fourni pas mal de documentation qu'on va regarder comme il faut, très sérieusement, mais on va y voir ça. Donc, ça a été la terre du Centre de la nature, ça, vous ne l'avez pas connu, vous, avant ça? Non, je ne l'ai pas connu. Mais vous avez connu la carrière au Centre de la nature? Oui. Vous avez connu ensuite les frères Même, Maurice? ils prenaient de la glace, ils ont déjà pris de la glace au Centre de la nature. Ah, ils ont pris de la glace, là? Oui. Moi, je n'ai pas travaillé là, mais je sais qu'il y en a qui prenaient de la glace pour leur maison. La glace, est-ce que vous avez fait la livraison de porte à porte, vous? Non. Non, pas fait ça. Moi, je travaillais dans les glaciers pour les remplir, les glaciers. Hey, mais ça devait être dangereux. Ben, c'était dangereux, certain. Je ne prenais pas des précautions, mais il n'y a jamais arrivé d'accident. Non, hein? Non. Est-ce que la glace était recouverte de brindilles, je suppose? Non. Pour la conserver? Les murs étaient bien... Bien isolés, hein? Bien isolés. Puis il y avait il y avait 4 chambres en bloc de ciment, quasiment 30 pieds de haut. Puis pas trop large, parce que quand ils blancissaient ça, ils envoyaient ça dans le fond, ça avait 100 pieds, au-dessus de 100 pieds de long, ces glaciers-là. Ça descendait d'un skid. Il y avait une haisse pour monter deux blocs à la fois. Ah oui. En haut, il y avait un gaffeur, il gaffait, envoyait ça dans le skid. Donc, là, chacun avait son travail précis. le travail cher. Alors, écoutez, M. Corbeil, c'était fantastique. On a tellement de choses à se raconter. On va se reprendre. Et je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Oui, c'est bien. Vous êtes bien gentil. Oui. Merci. Ça me fait plaisir. OK, ça fait plaisir. OK, bonjour. Alors, nous sommes avec Richard Abel qui sera en performance le 18 novembre prochain à la Place Belle. Bonjour Richard, ça va bien? Bien, oui. Content de te recevoir sur le plateau. Écoute, beaucoup de choses. Premièrement, tu as un nouvel album. Ouais. Voyage autour du monde. ça. Musique inspirée de la France, Angleterre, Argentine, Autriche, Cuba. Vous n'en nommez que quelques-uns. Explique-nous d'où ça vient, ça. Est-ce que tu as voyagé dans ces endroits-là, puis Oui. tu as découvert des styles de musique qui... il Effectivement. me semble que ça teint très bien ma couleur, ou c'est vraiment quelque chose que... Oh, mais j'ai écouté la musique de là-bas comme ça, je me prenais sur Internet, là. Ah ouais, non. J'ai voyagé beaucoup. Par chance, la musique instrumentale n'a pas de barrière de langue. C'est clair. Et puis, à un moment donné, j'étais sur des gros bateaux de croisière, le Queen Elizabeth II. Ouais. Et j'ai fait un tour du monde avec eux autres, puis j'ai visité bien des endroits. Mais l'idée d'un voyage autour du monde en musique, c'est né à Walt Disney. Tu as devant toi un éternel enfant, et puis je suis allé 10 fois à Walt Disney, et Wow. mon parc préféré, c'est le Epcot Center. Les gens qui connaissent ça savent que dans ce parc-là, il y a des thématiques, c'est un peu comme l'Expo 117, il y a plein de pavillons de différents pays. Ouais. Et je finis toujours la journée dans le pavillon de l'Allemagne vers 8 heures, tu vois, en fin de journée, parce qu'il y a une ambiance extraordinaire. Il y a un orchestre bavarois qui est là, et les gens avec leur chope de bière, avec leur choucroute, leur... C'est comme un Oktoberfest sans fin, là. Exactement. Et l'ambiance est extraordinaire. Les gens
frappent leur chope de bière, leur poing dans les airs, chantent, puis tout ça. Puis je me disais, je les regardais, je disais, mon Dieu, si on pouvait recréer une atmosphère comme ça, une ambiance comme ça dans un spectacle, ce serait donc le fun, tu sais. Puis je dis, on pourrait faire ça. Je pourrais faire comme un voyage autour du monde. Je pourrais aller en Allemagne. Après ça, je dis, je pourrais aller en Italie avec les tarentelles. Je pourrais aller en Angleterre. J'étais allé à Londres, puis ça. Puis j'ai dit, on pourrait rendre hommage aux Beatles. Puis j'ai dit, la Suède, j'y suis jamais allé, mais on pourrait faire un hommage à ABBA. Puis j'ai dit, je suis allé à Cuba 14 fois, tu sais, on pourrait avoir de la salsa, puis des tunes cubaines. Puis j'ai dit, on pourrait faire le Mexique. Je suis allé au Mexique 3 fois, puis j'ai dit, les mariachis pour arriver sur la scène. Puis j'ai dit, je suis allé à Prague, puis dans ces pays-là, j'ai dit, je pourrais rendre hommage à Johann Strauss en faisant un escale en Autriche. Et là, la tête me marchait, tu sais, puis là, j'ai dit, bon, je suis allé à New York une quinzaine de fois. J'ai dit, tiens, on pourrait faire un petit voyage à New York en musique et tout ça. Et le spectacle est né comme ça. Voilà. Wow. C'est un voyage autour du monde, puis on a du fun, puis on a des artistes invités. Puis quand je vais en Italie, on touche à l'opéra, même une pièce d'opéra et ça, puis on s'amuse, puis je trippe. Ah, mais ça, c'est le fun à voir parce que, tu sais, là, on s'entend, ça va faire bientôt 40 ans de carrière. Ah oui. Écoute, tu les Je fais suis pas gris, en partant, là. 40 ans de carrière, 18 albums, 4 DVD, 2 albums qui sont rendus platine, 6 qui sont rendus or, plus d'1 million d'albums vendus au Canada en carrière. Ouais, t'as bien fait ton job. Ben écoute, c'est quand même surprenant. Les gens, tu sais, ils s'attendent pas nécessairement à ça. En tout cas, moi, je m'attendais pas à ça avant de te rencontrer. J'étais comme... Oui, je sais qu'il fait de la musique instrumentale, je sais qu'il fait des grandes soirées où ce que ça fait, tu sais, très... comment on pourrait dire, peut-être pas gala, mais tu sais, il y a une aura autour de ça. C'est très élégant, là, tu sais. Et puis... Mais tu vois, tu touches à un point qui est intéressant. Tu vois, tu n'étais pas au courant de ça. Non. Puis tu vois, c'est un peu mon histoire, le côté un peu sombre d'être un pianiste ou de faire de la musique instrumentale. C'est que souvent, ce style de musique, ou ces artistes qui en font, sont souvent mis de côté. Ouais. Et ils sont souvent snobés. Alors, je te remercie de me recevoir, tu sais. Puis, Ben, ça fait mais plaisir. j'aimerais faire beaucoup plus d'émissions que ça. Parce que justement, des gens ignorent beaucoup de choses sur moi. Qu'est-ce Et que ça tu aimerais que les m'aimerait gens déjà. savent sur Ben, toi? justement, d'abord, le plus beau compliment qu'on me fait à chacun de mes spectacles, c'est surtout les hommes qui me les font, OK. qui me disent, justement, parce qu'ils me connaissent pas, me disent, Monsieur Abel, je vais être honnête avec vous. Là, je leur dis, ouais, je sais ce que tu vas me dire. T'es venu de force, hein? Il dit, oui, il dit, ma femme conduit pas. Puis il dit, moi, je pensais de m'ennuyer. Je pensais que c'était pas être du piano ennuyant, puis tout ça. Puis il dit, c'est pas le cas du tout. Il dit, le monde chante, ça, même à la fin, ça se lève debout, ça danse. Je m'attendais pas à un spectacle comme ça d'un pianiste. Bien, je leur réponds souvent, je dis qu'aux États-Unis, on m'a enseigné la différence entre un pianiste et un pianiste entertainer. Un pianiste donne un récital. J'ai rien contre ça. J'assiste à beaucoup de récitals de piano. Je suis pianiste et j'aime ça. Mais un pianiste entertainer donne un show, comme Liberace faisait. Et j'ai fait comme récemment un mois presque au Casino de Montréal l'année passée. Et on peut pas tenir l'affiche un mois de temps avec Sans un donner un show, récital. là. Moi, Ouais. avec un récital, ça ne fonctionnerait pas dans cet endroit-là. Alors, moi, je suis vraiment plus un pianiste entertainer. Alors, il se passe des choses. J'ai des danseurs dans le spectacle, des artistes invités. Puis, il y a de la danse, il y a du chant, évidemment, puis du piano plein les yeux, plein les oreilles. Tout à fait. Alors, mais c'est très varié. C'est une variété, finalement. Et puis, ben justement, parlant de la Place Belle, c'est un spectacle unique que tu vas nous offrir ce soir-là, donc le 18 novembre prochain. C'est le spectacle Elegantia, que ça fait déjà quelques années que tu produis. Et puis là, tu vas le mixer avec le nouveau spectacle Autour du monde. Donc, c'est vraiment une soirée unique que tu vas faire ce soir-là. là. C'est ça, effectivement. Parce que je parlais avec les gens de la Place Belle, puis on parlait du succès que j'avais eu au Centre Bell il y a 12 ans. Ouais. Puis on dit, à quoi attribues-tu le succès de ce spectacle-là au Centre Bell il y a 12 ans? À plein de monde, ça. Puis je pense que c'est à cause des costumes. Mes violonistes sont habillés comme des Sissi impératrices. Les gens, ils voient du rêve, ils voient du beau. Et puis, donc, ce spectacle-là, on l'a fait pendant 6 ans, il y a 12 ans de ça. Et on a dû arrêter à un moment donné. Ben oui. Les gens m'en parlent encore. Et là, le nouveau spectacle que je présente depuis 2 ans et que j'ai fait au Casino de Montréal l'année dernière, pendant presque tout le mois d'octobre, eh bien, les gens de la Place Belle l'ont vu, puis c'est un beau concept, ça, ce voyage autour du monde, puis hommage aux Beatles, à ABBA et tout ça. Puis je veux dire, tu sais, c'est un beau concept. Un gros trip musical. Mais ils ont dit, là. pourquoi tu ne ferais pas un mélange des deux? Le faire, mais avec les costumes du spectacle Elegantia. OK. Les gens seraient comblés des deux façons. Tu sais, c'est un nouveau spectacle autour du monde, mais avec le chic et l'élégance des beaux costumes de l'époque. Tu sais.
Ben, je me suis dit, ben pourquoi pas? Fait que c'est pour ça que ce spectacle-là, à la Place Belle, va être unique. C'est d'abord c'est un spectacle à grand déploiement. Ouais, Il y on a en des mettait écrans à géants, vue, là. des écrans LED qu'on appelle LED, là. Oui, LED, pas des ouais. écrans LED, Non, mais pas la des même écrans LED. Et puis, on va être à un moment donné une trentaine sur scène, Wow. des musiciens, des danseurs, des mariachis, des artistes invités. Alors, ça va être grandiose. Puis un spectacle d'une telle ampleur ne se déménage pas facilement dans des petites salles. Non. Donc, si on veut voir ce spectacle-là, c'est à la Place Belle qu'il faut aller, parce que sinon, après ça, je vais continuer mon spectacle régulier, qui est seulement un voyage autour du monde sans les costumes. Vraiment. Donc, Place Belle, c'est unique. Ça va être le c'est show de grandiose, l'année. C'est là. unique, oui, effectivement. Et oui. puis, qu'est-ce qui te motive après 40 ans de carrière encore? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est l'adrénaline de monter sur scène? Est-ce que c'est... Je pense que c'est un mélange de tout ça. Ouais. Mais j'ai un bon fan club. J'ai à peu près 5000 membres dans mon fan club. Wow. Et puis, je suis le seul à lire toutes mes lettres et tous mes courriels parce que je veux avoir le pouls de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils aiment. Et je pense que c'est la passion. S'il y avait un mot qui pouvait me décrire, seulement un mot, ça serait passion. Passionné. 18 novembre, 20h, Elegancia rencontre Voyage autour du monde. Un gros merci. On va se laisser sur des images. Très gentil à toi. Ben, Merci ça fait beaucoup. plaisir, Richard. Puis à la prochaine. À la prochaine, j'espère. Offrez-vous un tour du monde musical avec l'unique Richard Abel et ses invités. Elegancia, autour du monde. 2 spectacles en un pour une seule et unique fois, le 18 novembre à la Place Belle de Laval. Eh bien, Nicolas Vincent Poirier qui vient nous parler d'un film qui est présentement à l'affiche d'ailleurs, qui a été numéro 1 dernier week-end au box-office, et c'est Thor Ragnarok. Et tout comme le nom du réalisateur, il est Waititi. Il est Titi. Nicolas Vincent Poirier, salut! Oh, c'est un jeu de mots C'est un dans jeu le de sens mots. je suis petit. T'es Non, non, petit. c'est vrai. Hey, regarde, je veux dire, Non, tu l'avais même pas vu ma venir. poussée de croissance n'a pas encore commencé, mais je l'attends toujours. T'es encore un pré-ado. Exactement. Et pré-pubère. T'as pas de pinch mou, par exemple, comme une petite moustache de 6e année. Mais ça, c'est une autre affaire. Hey, merci d'être là encore une fois. On dérive tellement chaque fois que, d'ailleurs, Amy est là, Oui. notre porte-bonheur, notre mascotte. Et puis, cette semaine, tu nous parles de Thor, 5e volet de la franchise. 3e volet de C'est ça, Thor. mais qui implique dans les Avengers, si on peut l'englober. Oui, c'est ça. C'est le 5e volet de la 3e phase de l'univers cinématographique de Marvel. Et Les gens sont encore là, ils nous suivent, oui, oui. oui, tout à fait. Et même que, bon, en 2015, Joss Whedon, qui était, bon, à l'origine du premier et du deuxième Avengers, c'est à partir du moment où les studios y ont dit, bon, de pousser le film Thor Ragnarok dans le tout dernier Avengers, qu'il a décidé de demander, regarde, je quitte, il y a trop de... Tu sais, là, on veut nous faire vendre trop de futures franchises dans un seul film. De super-héros qui le voyaient venir, là. C'est ça. Et Thor Ragnarok, dans le fond, ben Ragnarok veut dire la fin, la destruction De la totale, planète, c'est ça. le monde d'où ils viennent. C'est ça. Donc, Hela, la sœur de Thor, débarque à Asgard. Kate et Blanchett, d'ailleurs, qui Kate Blanchett, joue c'est le ça. rôle. Et veut s'approprier Asgard. J'en dirai pas plus pour pas vendre de punch. Mais est-ce que c'est moi aussi, avant de commencer à discourir davantage sur le film, je trouve que Thor, avec, tu sais, tous les autres super-héros qui sont peut-être plus traditionnels dans la tête des gens, Spider-Man, Superman, Batman, je trouve que Thor a quand même réussi à prendre sa place dans le monde des super-héros. Et c'était pas évident Non, parce que c'est c'était ça. celui qui était le moins connu. En 2011, le premier Thor, oui, il a fait de l'argent, mais il n'a pas été si populaire que ça. Ça a été difficile pour Marvel de vendre l'idée aux gens que Thor, tu sais, faisait partie Ouais. de Avengers. Ensuite de ça, Thor le 2, oui, ça a été un peu plus populaire, mais le 3, vraiment, ce qui fait la grosse différence, c'est l'humour. Ouais. Et c'est dû au style du Ben, réalisateur. c'est un humoriste. oui, il tout a à un fait. bagage d'humour dans lui, là. Oui, tout à fait. Bien, la plupart de ce qu'il a fait, c'est des séries télé humoristiques. Et d'ailleurs, à peu près 80 du dialogue dans le film a été Ouais. improvisé. Ben c'est ça. Et je trouve aussi, tu sais, puis Chris Hemsworth, qui joue le rôle de Thor depuis les tout débuts, je trouve qu'il est, encore une fois, très crédible, de nouveau, avec le rôle de Thor, mais je trouve que de le voir jouer de l'humour, justement, ça amène un autre côté, un autre penchant, non seulement à l'intrigue, mais aussi au personnage de Thor. Tout à fait. Mais tu sais, si tu regardes le premier et le deuxième, comparé au troisième, ça a comme absolument rien à voir. Thor, le 3, c'est une comédie. Ouais. Et il n'y a pas eu de reboot. Là, tu sais, c'est tellement des styles différents. Peut-être que DC devrait s'inspirer de ça Ouais. parce qu'ils sont tellement sérieux, disons-le. Pas besoin nécessairement de faire un reboot. Et Marvel
le prouvent là. Et même de faire un peu du dépoussiérage, d'arrêter de, disons, de cantonner, de camper les personnages de super-héros dans les mêmes zones qu'on les connaît, à part juste des fois des déclinaisons de nouvelles amoureuses selon le nouveau volet de la franchise qu'on essaie de développer de Spider-Man. Mais c'est toujours à peu près, tu sais, Mary Jane, la grand-mère-tante, la tante qui est là et tout ça. Tandis que là, je trouve que ce qui est intéressant, tu sais, ne serait-ce que de faire une coupe de cheveux à tort, ça n'a pas fait de tort. Mais... un jeu de mots. Mais tu sais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les super-héros, c'est à la mode depuis une dizaine d'années. Ouais. À un moment donné, ça peut partir, comme les westerns l'ont été pendant au début du cinéma. Et autres. Mais ce qui se passe là, c'est que Marvel décide d'aller dans plusieurs directions différentes pour chacun de leurs films. Comme là, je pense qu'il y aura des volets qui vont se passer beaucoup plus dans l'espace avec Guardians of the Galaxy qui ressemble tellement à Thor au niveau du style. Ouais. Puis est-ce que tu penses que ces deux, tu parles de Gardiens de la Galaxie et Thor, est-ce que tu penses que ça pourrait amener un nouveau courant de films de super-héros qui avaient pris une tangente très obscure depuis quelques années, très dark aussi? Oui, bien, DC a une tendance dark, tandis que Marvel, c'est essai et erreur. Le deuxième Thor était beaucoup plus sombre. Le premier avait un côté vraiment Shakespeare. Il essaye des choses et finalement, ben, tu sais, regarde, je pense que Thor, le 3, est le plus populaire. Ouais. 431 millions imposant à travers le monde dans ses deux premières fins de semaine au box-office. Et j'ai eu la réflexion en voyant le film au cinéma. Je trouvais que l'esthétisme, c'était des années 80-90. Oui. Tu sais, quand on allait aux arcades, puis on jouait à Street Fighter, puis... C'est ça, mais ça t'a-tu fait penser un peu à ça? Oui, c'est le but voulu. Puis Guardians of the Galaxy, le 2, c'était un peu la même chose. Ouais, avec la trame sonore, entre autres. Là. C'est ça. Mais à l'inverse, on prend Spider-Man, qui est sorti cet été. Ça n'a pas du tout le même look. Je prends par exemple le film Ant-Man qui est sorti en 2016. Marvel voulait que ça ressemble à une espèce de sitcom. Tu sais, le genre d'humour, c'est un genre sitcom, tandis que le dernier Spider-Man, c'est un peu dans le style... je me rappelle plus du réalisateur, celui qui a réalisé, et produit Home Alone. Tu sais, on voit où tu veux venir, Tu sais, ça a un certain look. Donc, chacun de leurs films, ils se basent sur une esthétique et un look très différent. Et c'est ce qui va faire, justement, qu'ils vont être capables de très bien évoluer et de peut-être, tu sais, là, que ça devienne un genre qui va rester populaire. Peut-être un nouveau classique, puis dans un tout autre ordre, un Wonder Woman qui en est un autre, avec Mademoiselle Gadot qui est sublime dans ce film-là. Oui. Un autre aussi, tu sais, je pense qu'on a apporté une autre signature dans les films de super-héros plus tôt cet été avec ce film-là. Oui. Alors, intéressant de scruter ça. Et Justice League, parlant de super-héros, à surveiller dans 2 semaines. La semaine prochaine, quand on nous regarde à la télé. Exactement. Bien, c'était très bientôt, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. On va aller le voir d'ailleurs ensemble. Oui. On se reparle bientôt. Merci. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours l'absence de Amélie qui sera de retour très bientôt. J'aurai Stéphanie Léveillé et Denis pour m'accompagner à la co-animation la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, juste avant de se quitter, je dois vous rappeler, évidemment, ce bingo tous les dimanches matin, 9h30, Bingo TV Laval, avec 3 500 $ à gagner, dont 2 500 $. La carte pleine, tous les dimanches, c'est bingo et je vous dis à très bientôt. Salut!